Bonjour, Stéphane Guittard, coach holistique. Voilà. Donc, vous êtes dans la série d'interviews en fait consacrée aux femmes qui ont eu des relations toxiques. Alors aujourd'hui, je suis avec Christelle. Christelle, bonjour. Comment ça Bonjour, va? ça va. Ça va bien? Ok. Oui. Alors voilà, je t'ai invité en fait dans cette émission pour que tu puisses parler de toi, que tu puisses témoigner en fait de ton histoire de vie, et puis que cette histoire en fait puisse, puisqu'elle est très riche en fait, servir un petit peu aux autres femmes en fait qui pourront regarder en fait ce webinaire, cette émission. Voilà. Alors d'abord en fait, je voudrais que tu te présentes un petit peu, Christelle. Dis-moi, qui es-tu? Alors, Marie-Christelle, 42 ans, qui vit depuis récemment sur le Kirch, qui a fait pas mal de choses dans sa vie, qui vient de commencer depuis aujourd'hui une formation en tant qu'agent d'accueil, agent administratif. Donc, c'est assez important parce que ça me revalorise en tant que personne et en tant que femme. N'ayant pas eu de diplôme, ayant connu mon ex-mari très jeune, je n'ai pas pu continuer mes études. Voilà. Ok. Donc, Donc là, est-ce qu'on peut dire que tu es en transition en fait professionnelle, c'est ça? alors, j'avais déjà fait des formations, j'ai eu une qualification de commerce, mais j'ai dû complètement l'arrêter parce que j'ai des gros soucis de santé qui ne me permettent plus de travailler dans le commerce. Donc, j'ai repris mon premier métier, c'est-à-dire le secrétariat. Voilà. D'accord, d'accord. Là, c'est donc ta Une, base, re- en fait. voilà. Une reconversion, c'est ma base, c'est le secrétariat, l'accueil. Tout à fait. D'accord, très bien, très bien. C'est louable. Ok. Alors, moi, ce que je voudrais voir avec toi un petit peu, c'est un petit peu ton histoire de vie, en fait, hein. Ton histoire de vie, tu m'en avais parlé la dernière fois. Une histoire Oui. de vie assez riche et riche en événements, quoi, hein. Et du coup, alors, toi, tu as eu une histoire en fait compliquée parce que tu as été vraiment confronté régulièrement aux relations toxiques en fait. Déjà, Alors, ça a commencé par les parents. alors voilà, justement, alors, je voudrais en fait on va revenir en fait dessus après sur Ouais. l'origine. Là, je voudrais qu'on parte à rebours en fait. À Ouais. rebours en fait, que tu me dises en fait les relations toxiques les plus récentes. Quelles étaient la plus récente en fait? Ex-mari. Ton Ça a ex-mari, duré, c'est ça? ouais, ça a duré 24 ans. D'accord, d'accord. Alors, quels étaient les symptômes en fait de cette relation, quoi? Qu'est-ce qui était régulier en fait? Qu'est-ce qui était régulier? Ben, du harcèlement moral, du rabaissement. Je n'avais pas le droit de travailler. Si je voulais travailler, il fallait que j'ai le même salaire que lui. Sinon, je n'avais pas le droit de bosser. Je ne devais pas avoir d'amis. Je devais m'occuper de mes enfants toute la journée. D'ailleurs, j'avais des tocs, hein, je faisais le ménage plusieurs fois par jour. Je supportais pas la saleté, je supportais pas quoi que ce soit qui était mal rangé et je les ai encore aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte encore aujourd'hui en formation. Il faut que tout soit rectiligne. Euh, Ça m'est resté. Quand quelqu'un vient derrière moi et qui me parle, je sursaute. Il y a des choses qui me sont restées parce que voilà, ça a commencé tout simplement par des paroles un peu dures. Ouais, mais tu as vu, tu as pris du poids, ok. Après, ça a été mes enfants. Maman, t'es trop grosse. Écoute, évite de nous emmener à l'entrée de l'école. Tu nous laisses là et puis on va à l'école tout seul. Mais t'es trop grosse, maman. Moi, j'ai honte. Je veux pas que tu m'emmènes. Donc, c'était mon ex-mari qui emmenait les enfants. Et mon ex-mari me montrait également, déjà depuis ma première enfant, hein, ma première, mon aîné, ma fille, hein, ça a été, bah, écoute, regarde-toi maintenant comment tu es, tu as grossi, parce que j'avais justement des traitements aux hormones, j'étais stérile à la base, donc je ne pouvais pas avoir d'enfant, hein. Je suis passée par pas mal de choses pour avoir mes enfants, mais ça m'a coûté très cher. Après, ça a été des problèmes de santé. Je sortais des maladies par-dessus la tête. Toutes les 2 minutes, j'allais à l'hôpital. J'avais toujours un problème. C'était, en fait,
Donc, en fait, c'est la relation avec ton ex-mari Ah ouais, ouais, qui a ouais. entraîné en fait Qui me tout rendait ça, quoi. malade. Qui me rendait En malade. fait, Mais je ne le reconnaissais pas moi-même. Donc, c'est mon corps qui me le montrait et qui me sortait que des maladies que même les médecins ne comprenaient pas. d'accord. Ils me disaient, mais c'est pas possible. Mais même mes parents ne comprenaient pas. Et j'ai toujours tout caché à mes parents. Je n'ai absolument rien dit à mes parents. Alors, en fait, c'était un rabaissement qui peut être assimilé à du Ça a harcèlement, en fait. commencé, voilà, ça a commencé par du rabaissement. Regarde-toi, t'as vu. Et puis, il s'éloignait. Il avait beaucoup d'amis. Il allait voir ses amis en permanence. Il était ambulancier. Hein, donc, il les faisait venir à la maison. Il allait chez eux. Et puis, quand on a commencé à avoir les enfants, il a commencé à vraiment s'éloigner et après partir directement en déplacement. Et j'ai su après qu'il avait aussi eu des maîtresses, quoi. Mais c'était vraiment du harcèlement moral. Toujours derrière, toujours les mêmes paroles et constant. C'est devenu petit à petit et récurrent avec les enfants. Plus j'avais d'enfants, plus ça devenait quotidien. Voilà. Je n'osais plus me regarder à la glace, je me haïssais. C'était toujours. Il ne s'occupait plus de moi. Je m'occupais des enfants, j'étais devenue une maman à temps complet et une femme de ménage. Mais je n'étais plus une femme. En fait, mon rôle de femme, je l'avais perdu. Et après, avec mon dernier, bah, ça a été le chaos, puisque c'est là où il a commencé à me forcer. D'accord. Aller plus loin, en fait. Tu parles du dernier compagnon, en fait, c'est ça? Non, non, je parle du dernier enfant. J'ai Ah, 4 enfants. Et quand mon dernier est né, ça a été l'explosion. Il faut savoir que lui, jeune, il a été tapé par son père. Et par ceinturon, par cuillère, enfin voilà, il a été tapé. Toute sa famille le savait, mais personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. C'était un enfant qui n'était pas voulu à la base. Donc il avait ce traumatisme-là. Et il s'avère que mes 3 premiers enfants ne lui ressemblaient pas. En fait, mes 3 enfants me ressemblaient plus un peu plus de mon côté que de Donc, son. tu veux dire qu'en fait, il se reconnaissait pas, quoi, en fait. Il se reconnaissait pas en tant que père, en fait, avec ses enfants. Alors en fait, du fait que les enfants ne lui ressemblaient pas, Ouais. il, il s'occupait de ses enfants. Le dernier, qui est sa copie conforme à la naissance, il l'a rejeté complètement parce que tout son passé lui est revenu à la figure. Et c'est mon dernier qui a morflé. Déjà, il était en retard. Il était prématuré. J'ai failli mourir et lui avec. Il a été en néonatologie. Donc, c'est là où ils ont vu qu'effectivement, il avait un retard et mental et physique. Et là, quand je suis rentrée à la maison, c'est là où il a fait ses déplacements. Il ne rentrait plus à la maison. Je devais me débrouiller toute seule avec les 4 enfants. Et quand il rentrait, bah, il prenait ses liens, il s'énervait contre lui, le secouait. Et puis après, c'est là où il a commencé à me forcer. Il attendait que je me couche, que je m'endorme pour m'écarter les jambes et faire ce qu'il devait faire. Oh. Et quand je me mettais à pleurer, il me disait, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu pleures? Voilà, c'est là où ça a commencé en fait. Alors là, ça a été le déclic, le début. C'est ça qui t'a donné le déclic, en fait? Qu'est-ce qui t'a C'est donné le là déclic? en fait, c'est là où j'ai voulu me suicider, clairement. Je m'étais dit dans ma tête que j'étais arrivée à un tel point et j'ai caché tout. Ma sœur avait commencé à le voir, mais j'ai pas dit tout ce qui se passait. Mais elle voyait, hein, elle savait et elle sentait qu'il y avait quelque chose. Ma sœur, à l'époque, venait dormir souvent chez moi. Mon frère aussi, d'ailleurs. Hein. Mais mon frère, je lui cachais tout, il voyait rien. Et, mais il voyait que ça allait pas. Il sentait, je pleurais tout le temps, mes enfants me voyaient tout le temps pleurer. Hein. Je faisais des allers-retours à l'hôpital. J'étais une loque à la maison. Je dormais sur le canapé. J'étais tout le temps très fatiguée. Et j'y arrivais plus. J'y arrivais plus parce que j'étais enfermée et je pouvais rien dire à personne. Je n'osais même pas parler à ma mère. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je voulais pas le dire. Et puis lui, il disait toujours à ma fille aînée, quand il était à la maison, il disait, écoute, tu vas garder tes frères et sœurs, et puis moi, je vais m'occuper de maman. Et moi, quand je fermais la porte à clé à la salle de bain, il arrivait à ouvrir la porte ben, pour me forcer, faire ce qu'il avait à faire. Quand j'allais au garage, je faisais mes machines.
Et ben, il fermait la porte, il disait à ma fille de garder les petits et puis il faisait ce qu'il avait à faire. C'était 4 à 6 fois par jour quand il était là. Donc, j'étais tout le temps crevée et puis je sortais des maladies pas possibles. Euh, Tu n'as pas pu parler à ton entourage, en fait, quoi. non, jamais. J'ai parlé quand j'ai divorcé. Ouais. Mais j'ai rien dit à personne. Tu n'as pas pu parler à la police, voilà. Ah non, 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 non. Personne. Les voisines, parce qu'on déménageait fréquemment, hein, on ne gardait jamais la même maison et c'est toujours éloigné de la ville et j'ai toujours pas de permis d'ailleurs, j'ai jamais eu de permis. Donc je devais me débrouiller à pied ou à vélo avec mes enfants, avec une remorque où je mettais mes enfants dedans pour faire les courses. Enfin, voilà, je me débrouillais comme ça. Et les voisines de mon entourage, de ma dernière habitation à Bechdorf, ont vu comment il était, son caractère, et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Mais jamais de la vie, je pourrais vivre avec un homme pareil. Et pourtant, elle ne savait pas le trois quarts de ce qui se passait dans la maison. Elle voyait juste que j'étais triste, que j'étais pas bien, que j'étais toujours malade. Euh, et j'avais rien dit à personne sur mes tentatives de suicide. J'ai même fait un testament. J'avais un journal intime où je marquais tout ce qui me faisait, que je cachais. À un moment donné, je l'ai laissé sur mon chevet. Je lui ai dit, maman, tu vas le lire. Et là, il l'a lu, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Et j'ai dit, si, c'est possible. C'est toi. Et non, il n'a pas voulu le reconnaître. Il était dans le déni total. Pour lui, c'était pas lui. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, Donc, c'est pas. tu le qualifierais de quoi, en fait? Pervers narcissique, Alors, schizophrène? moi, j'ai raconté mon histoire à ma psychologue de l'époque quand j'ai divorcé. Après le divorce, j'ai été suivie parce que j'ai pété un tronc. Bah, faut dire que j'ai fait 3 tentatives de suicide. J'ai appelé mon médecin, j'ai dit écoutez, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, comment je fais? Il m'a dit, vous touchez à rien, j'arrive. Et là, il m'a dit écoutez, Madame Barbosa, ça va plus, il faut arrêter là. On va faire un bypass, vous allez voir, vous allez être pris en charge, votre vie, elle va changer, vous allez voir. Et moi, je ne croyais plus à ça. J'avais même fait un testament, j'avais dit que les enfants, ils devaient les garder, ils devaient s'en occuper, et puis moi, je partais, quoi. Et le médecin qui m'a fait voir monsieur Marisco, professeur Marisco à l'époque, avec Dr Vix du MHC. Donc, dans un premier entretien, qui m'a dit, écoutez, Madame Arbosin, là, clairement, vu votre état, vos organes sont en train de lâcher, donc il vous reste 6 mois à vivre, on fait quoi? Vous avez 2 choix, c'est ou vous faites opérer ou alors c'est fini, quoi, parce que en faisant les examens du bypass, on s'est aperçu que je faisais 90 apnées par heure. J'étais arrivée à 150 kilos. Mon corps ne pouvait plus subir tout ça et il était HS, quoi. J'arrivais à un tel point. J'avais de l'hypertension, j'avais du diabète, j'avais une pompe à insuline. Enfin voilà, j'étais arrivée à me détruire moi-même. Il n'avait pas besoin de me détruire moi-même, je me détruisais. En fait, il t'avait mis le programme, en fait, c'est que, en fait, à force de te rabaisser, en fait, tout le temps, tu n'avais Voilà. plus, en fait, tu J'avais étais plus confiance en pleine, moi. tu étais, il avait mis dans ton inconscient des programmes, des croyances limitantes, Voilà, c'est en ça. fait, qui, en Qui fait, ne ont vient entraîné plus. l'autodestruction, quoi, en fait. Bah, C'était, de toute façon, les paroles. tu n'étais plus du tout toi-même, quoi, en fait. Non, mais j'étais un robot, hein. Je ne me rappelle même plus de l'époque, les derniers instants avant mon bypass, je m'en rappelle pratiquement plus parce que j'étais devenue un robot. En fait, ce que la psychologue m'a expliqué, c'est que mon cerveau s'était mis sur off. Mm. Je me levais, je m'occupais des enfants, je faisais le ménage, j'allais les chercher, je les faisais manger, je les ramenais, je refaisais le ménage, j'allais les chercher, je faisais les devoirs, j'allais prendre les douches des enfants, je Mm. leur faisais à manger, je C'était les en mode automatique, quoi. voilà, je me rappelle même plus. Je me rappelle plus parce que c'était une époque de ma vie qui s'est effacée. Voilà. J'avais un automatisme et il me disait toujours, de toute façon, personne ne te prendra. Tu es trop grosse. En plus, tu as 4 enfants. Tu intéresseras personne.
De toute manière, tu n'auras jamais confiance en toi, tu ne feras jamais rien de ta vie. Voilà, c'était tout le temps ça. Voilà. Et quand je sortais chez les voisines pour faire des réunions TUC ou des trucs comme ça, les seules rares fois où je sortais, hein, il m'attendait à la porte. Il m'attendait à la porte. Quand je rentrais, il était à la porte. Et je me prenais un savon. Je rentrais, je me prenais un savon parce que je n'avais pas le droit de partir, en fait. Ouais, Voilà. en fait, c'était vraiment en fait la possession, quoi, en fait. La possession. Alors, j'étais sa chose. J'étais, comme la psychologue m'a dit, c'est un pervers narcissique manipulateur notoire. Ouais. J'étais sa chose. Il n'y avait pas d'amour. J'étais sa proie. Il a dit au docteur, à monsieur, je m'en rappellerai toute ma vie, quand le professeur Maresco m'a dit, il vous reste 6 mois à vie, vous avez deux choix. Vous faites le bypass ou alors ben, vous n'êtes plus là. Vous faites quoi? J'ai dit, j'ai 4 enfants derrière. Je ne peux pas me permettre de mourir. Je fais le bypass, quoi qu'il en coûte, je m'en fiche. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et il a dit, si tu fais le bypass, on divorce. Je n'accepterai pas que tu fasses le bypass. Donc, il préférait que je meure plutôt que de faire le bypass et de me sauver la vie. C'était ça. Mais C'est quelque part, c'est grave, hein. C'est grave, hein. et c'est un enclencheur pour moi parce que je me suis dit, ah oui, alors au final, j'ai plus le choix. Eh bien, c'est très bien parce que comme ça, au moins, je vais faire mon bypass et si je m'en sors, il me lâchera. Mm. Et je rêvais même et je suppliais, je priais tous les jours pour qu'il rencontre une autre femme et qu'il parte avec et qu'il me laisse tranquille. Je priais. J'avais que cette solution-là parce que je n'en parlais à personne, parce que je ne voyais pas comment m'en sortir. Et avec en plus des enfants, et mes enfants qui voyaient leur père comme un seigneur. Il était ambulancier, je veux dire, ils étaient fiers de leur papa. Il montrait une super belle image aux yeux de tout le monde. Il avait plein d'amis, il était confiant, il rendait des services. Il a encore plein d'amis. Moi, je suis toute seule. Lui, il a tous les amis. Parce il a super bien manipulé le truc. Ok, ok. Voilà. Et Je, les enfants étaient manipulés aussi. ouais. Ouais, ouais, mais il avait une aura en fait où il était une personne. En fait, son identité, il paraissait dans la vie sociale en fait pour quelqu'un de respectable, quoi, en fait. De par Il, son statut, il paraît toujours à l'heure d'aujourd'hui. de par son statut en fait d'ambulancier, c'est Ouais. quelqu'un de respectable qui n'a pas l'once en fait on n'a pas l'once d'un soupçon en fait sur ce qu'il était au foyer, quoi, en fait. Non, et puis en plus, j'ai essayé, j'ai insisté auprès de lui pour lui dire qu'il devait aller voir un psychologue et il me disait, mais moi je suis pas fou, c'est toi la faute. Moi je suis pas fou, moi j'ai rien. De toute façon, déjà allé voir un psychologue, il m'a dit que moi j'avais rien. C'est toi le problème. Et il m'avait emmené à l'Epsan à Haguenau à l'époque, et j'avais juste ma deuxième. Et le directeur de l'Epsan de l'époque, en 2003, je m'en rappellerai, m'a vu, il m'a dit, mais pourquoi vous êtes là? Ben, j'ai dit, mon mari m'a dit, j'avais un problème. J'ai un sérieux problème, en fait, je ne vais pas bien du tout. Mais il m'a dit, c'est pas vous le problème, c'est votre mari. Vous divorcez quand? Allez-vous-en, partez. Mais oui, Qu'est-ce que vous faites là? c'est Et la moi, à première l'époque, fois, c'est partir, ouais. j'ai pas compris. Alors, je suis descendue. Il était là, hein, parce qu'il était tout le temps derrière moi, hein. Attention, il surveillait tout le temps. J'avais pas le droit de partir toute seule, machin. Il m'attendait dans la voiture et je lui ai dit, j'écoute, voilà, le psychiatre, il m'a dit qu'en fait, c'est pas moi le problème, c'est toi, il fallait qu'on divorce. Il m'a dit, mais ça va pas, la tête, il est fou celui-là. Et du coup, il m'a jamais pu emmener. Mais il m'a jamais laissé partir. Voilà. Alors, comment t'as trouvé la force? D'où elle est venue la force finalement pour amorcer le changement, t'emmener vers une autre vie en fait. La baffe de ma vie, c'est le professeur Maresco qui me l'a mis. La première baffe, déjà, c'était mon médecin, quand il a vu que je voulais me suicider, que je ne suis pas arrivée. Et la deuxième, c'est le professeur Maresco qui m'a dit, il vous reste 6 mois à vivre, vous faites le bypass. Là, je me suis dit, mais jusqu'où je suis arrivée en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi?
J'ai voulu absolument avoir des enfants, hein, c'était ma priorité, hein. Moi, quand on m'a dit à 16 ans que j'étais stérile, pour moi, ma vie s'est arrêtée, quoi. Moi, j'étais une femme, il fallait avoir des enfants. Voilà, j'étais une femme, il fallait que j'ai des enfants, c'est comme ça. Je n'acceptais pas ça. Et j'ai tout fait pour avoir des enfants, hein, et mettre mon corps à danger, hein, parce que j'ai pris des trucs qui n'étaient pas forcément prescrits par un médecin pour arriver à avoir des enfants. Donc, j'ai pris des traitements aux hormones de toutes parts, quoi, hein. Après, j'ai eu des problèmes qui se sont déclenchés et autres. Le diabète est arrivé très tôt. J'avais déjà des problèmes en plus depuis ma naissance de défense immunitaire. Donc, mon corps était déjà assez fragilisé toute ma jeunesse parce que j'avais déjà des parents toxiques à la base. Voilà. D'accord, d'accord. Oui, donc là, en fait, bon, là, du coup, en fait, tu es en train de me dire que en fait, en fait, il y a une co-responsabilité en fait dans la relation toxique, et que du coup, en fait, toi, ta blessure remontait à l'enfance, en fait. Et oui, parce qu'en fait, c'est la psychologue, hein, c'est des années de psycho que j'ai fait, hein, et j'ai pas fini encore, qui m'a été, en fait, qui m'a un peu, si tu veux, débroussaillé toute l'histoire que je lui ai racontée et mis les doigts dessus. Et petit à petit, j'ai compris mon cheminement. Pourquoi je rencontrais ce genre de personnes et pourquoi je connaissais que Oui. ça depuis petite, en fait. Et c'est en m'expliquant les choses que j'ai commencé à comprendre, effectivement. Déjà, c'est parti à la base, oui, mes parents, à l'époque, étaient des parents toxiques, puisque eux-mêmes avaient énormément souffert. Mon père est né à Dakar, il a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, son père n'a pas voulu le reconnaître, c'était un bâtard, entre Ouais, guillemets. donc abandon, rejet, trahison, le classique, quoi. Voilà. Lui aussi a eu des attouchements par des moines. Après que sa mère décède, il est allé chez les moines un temps. Et il a eu, ça c'est ma soeur qui me l'a dit, puisque mon père, avec moi, c'est très con. Enfin, je n'arrive pas à discuter avec mon père. Voilà, je ne peux pas. Voilà, il y a des choses, je n'arrive pas encore. Avec ma mère, oui. Alors, avec ma mère, oula, on est passé par de sacrés trucs. Et ma mère, oui, j'ai eu tout balancé. Et effectivement, on a eu quand même pas mal de crises, mais ça va mieux parce que justement, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et ce qui se passait. Mais avec mon père, j'ai jamais réussi. Mon père a fait un attouchement à l'âge de 6 ans qui m'a flingué. Parce que pour moi, je n'avais pas compris le geste de mon père. Pour lui, c'était anodin et pour moi, ça m'a tué déjà à l'âge de 6 ans, tout simplement. C'était pas peut-être pour lui un geste malveillant et pour moi, ça a été catastrophique. Hmm. Ça a été, j'ai du mal à me remettre de ça. Et je pensais que tous les hommes devaient faire la même chose pour être aimés. Et ça a commencé comme ça, mon grand malheur à moi. Il a commencé là. Un Voilà. sabotage, quoi. Ça s'appelle un sabotage, quoi. À moi, Bon, c'est une atteinte évidemment à ton identité, à ta nature de femme, à ce que tu es, quoi. C'est passer outre ton respect, quoi. C'est du viol. ça surtout ma, Et, comment on appelle ça t'a complètement saboté, en fait, quoi. parce qu'il a fait un geste sur mon sexe qui m'a à 6 ans que j'ai pas compris et devant quelqu'un en plus. Donc j'ai pas j'ai bloqué et ça m'a démuni. Parce que je n'aurais pas cru que mon père me fasse ça en étant petit et devant quelqu'un en plus. Euh, et ça m'a, pour le reste, après pour l'ado et tout ce qui s'est passé, D'accord. ça m'a Donc, en fait, là, en fait, bon, donc il y a eu les blessures du passé qui t'ont ouais, finalement. Donc, là, en fait, quand la blessure est ouverte, c'est une porte ouverte pour, voilà, c'est ça. pour en fait les personnes qui sont mal intentionnées, quoi. Voilà, c'est ça. Ça a été déjà du côté de mon père qui a souffert avec ça et ma mère qui vient de la DAS. Alors, déjà, eux avaient de grosses souffrances.
Donc, quand j'étais jeune, ma mère me rabaissait en permanence. Quand c'était pas des rabaissements, c'était des gros mots. T'es une salope, t'es une pute. Voilà, tu fais jamais rien de bien, tu feras jamais rien de ta vie. Et voilà. Et ça, alors, avec ma mère, c'était du harcèlement Mm. moral, physique. Euh, pour elle, j'étais trop jolie, elle était jalouse de moi. Enfin, c'est parti dans les dérives. Mon père, lui, il était addict au sexe. Voilà, il y avait des livres de sexe partout, dans la maison, dans la salle de bain, dans le salon. Le dimanche soir, il regardait son film porno et moi, j'étais dans le couloir. Voilà, ça ne le dérangeait pas. Quand j'étais petite, eh ben, on dormait dans le même lit parce que c'était une maison qui venait d'acheter et qui n'était pas finie hein, dans le béton. Et j'ai eu des soucis de santé à cause de ça parce que j'ai passé mon enfance dans une maison bétonnée, ce qui m'a ruiné les articulations. Et en même temps, ce climat malsain euh, de sexe en permanence. Voilà, des livres, des vidéos. Et on a grandi tous les trois, parce que moi je suis l'aînée, hein, on a quand même 10 ans d'écart avec mon frère et ma soeur, mais on a grandi tous les trois dans cette perversité. Donc, mon frère et ma soeur, je trouve qu'ils s'en sont quand même mieux, entre guillemets, sortis. Moi, j'ai sacrément morflé parce qu'en fait, je prenais ces livres et pour moi, en fait, ce qu'il y avait dedans, ben, c'est ce qu'on devait faire. Oui. Être heureux, c'est ce qu'on devait faire avec un homme. Voilà. Euh, c'est inconcevable. Et d'avoir une enfance comme ça, on peut pas grandir correctement et connaître des gens normaux parce que justement, on a grandi là-dedans. Et pour nous, les gens normaux sont pas normaux parce qu'on connaît pas les mêmes choses. En fait, le système de valeurs est complètement faussé, quoi, en fait, quoi. Donc, Oui, moi, je pensais qu'écarter les jambes, c'était être aimé par un homme. Voilà. Pour être aimé par un homme, il fallait écarter les jambes. eh ben, c'est vrai. Donc, à l'âge de. euh, quand j'ai rencontré, oui, les garçons, ça a été très compliqué. Très compliqué. Même dur à gérer parce que je croyais qu'il fallait faire l'amour avec un garçon pour qu'il nous aime, quoi. Donc, les premières relations ont été chaotiques, complètement. Ok. Bon, je pense on a fait un panorama quand même assez large en fait des conséquences, des origines des relations toxiques. Et Mm. voilà, donc je t'avais demandé tout à l'heure un peu la force, parce que malgré tout ça, tu as traversé tout ça. Bon, tu as eu beaucoup de blessures, mais est-ce que tu as réussi à identifier ta force en fait, tes valeurs en fait, qui te donnent en fait cette force pour être finalement toujours debout, toujours là, et tu te bats pour la vie, quoi. Tu te bats pour la vie. C'est aussi pour ça que je voulais que tu témoignes, parce que moi, je trouve que tu as une force vraiment quand même extraordinaire, quoi. Parce qu'après tout ce que tu as vécu, tu es toujours là, quoi. Et tu te bats vraiment si tu crois, quoi. Et je trouve ça incroyable. Alors, est-ce que tu as une idée de tes valeurs, quoi, en fait? C'est quoi tes valeurs qui t'animent, en fait? J'ai encore des doutes aujourd'hui. Je me mets toujours en doute. J'ai jamais confiance en moi. Je suis toujours en train de réfléchir si je fais bien ou mal les choses. Je vais refaire plusieurs fois les mêmes gestes de peur de ne pas avoir fait correctement les choses. Je suis toujours en train de me poser des questions. Je suis toujours en train d'essayer de me dire non, ça, il faut le faire comme ça, comme ça. Il faut que j'ai la perfection. Voilà. Dans tout. Et ça, c'est chiant au quotidien. Même mon compagnon, des fois, il pète un plomb parce que je suis devenue perfectionniste pardon, à don. Mais la force que j'ai eue, c'est tout simplement le bypass. Voilà. Pour moi, quand le docteur m'a dit, voilà, le bypass, ça va être une opération dangereuse, on ne sait pas si vous allez vous en sortir, clairement. Il y a plus de 4 heures d'opération. Le cœur est quand même assez fatigué. Le foie avait des nodules et il avait triplé de volume. Mon diabète était très élevé, on n'arrivait pas à le maintenir. Bref, j'avais de l'hypertension à donc, voilà, tous mes organes étaient vraiment en alerte. Donc, je me disais, eh ben, allez-y.
Le docteur me disait, vous êtes sûr? Ouais, je m'en fous. En fait, je prépare mon testament et puis advienne que pourra. Si je ressors, je ressors. Si je ressors pas, ben, c'est Dieu qui m'aura décidé comme ça, puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc, j'étais partie dans ce trip-là. Et même l'infirmière, le jour de l'opération, m'a dit, mais vous êtes sûr? Vous voulez vraiment y aller? Parce qu'il y en a, ils sont partis, hein. Ah, j'ai dit, non, non, je suis là, vous allez m'opérer, hein. Je pars plus. Vous m'opérez. C'est fini. Et quand je suis, ils m'ont remis dans ma chambre, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, oh punaise, en fait, je suis morte, quoi. Je voyais tout blanc, je me disais, ça y est, je suis partie. Et l'infirmière est à côté de moi, elle m'a dit, oh, c'est la morphine que je vous ai mis en trop ou comment ça se passe? Vous êtes bien là, hein. Vous êtes encore là, hein. Ne vous inquiétez pas. Et là, quand j'ai ouvert les yeux et que l'infirmière m'a dit ça, je me suis dit, bon, maintenant, ma vie d'avant, elle est finie. C'est fini. Elle est terminée. Je vais rentrer chez moi, je vais divorcer et ça sera fini, je serai libre. Et quand je suis rentrée, j'ai galéré quand même pendant plus de 6 mois parce que je vomissais tout le temps et que j'ai eu des complications à mon bypass. L'année d'après, j'ai été réopérée de nouveau. J'ai fait une occlusion. Donc, ça a pris plus de temps que prévu. Et lui voulait déjà divorcer, hein, parce qu'il m'avait prévenu. Hein, si je faisais le bypass, on divorçait. Donc, il n'avait pas changé d'avis. Donc, ça, c'était très bien pour moi. Donc, quand je me suis remis, on a établi un divorce à l'amiable. On a pris le même avocat. C'est moi qui avais la garde des enfants. J'ai pris mon appart à Haguenau et je suis partie. Et après, ça a été la descente aux enfers de nouveau parce que je pensais que, vu qu'il ne voulait plus rien savoir de moi, il me laisserait tranquille. Enfin, et ben non, pas du tout. Ça a été encore pire. Parce que justement, il ne supportait pas de me voir maigrir, de me voir jolie, de me voir être aguichée par d'autres hommes, de me voir sortir avec mes copines. Il me faisait surveiller. Ses collègues ambulanciers faisaient des tours dans un guénon pour voir où j'étais, ce que je faisais. Même les copines avaient vu qu'il était dans le centre et qu'il attendait, il regardait où j'étais avec les enfants, quand est-ce que j'allais les chercher, où j'allais. Et j'étais surveillée en permanence. Même mes copines pétaient un câble et me disaient, mais Christelle, tu ne vas pas t'en sortir en fait. Il ne va pas te laisser tranquille. Tu ne referas jamais ta vie. C'est pas possible. Et c'est là où je me suis mis en rapport avec la psychologue sociale du centre de Haguenau, l'assistante sociale, enfin, j'avais quand même un sacré groupe. Et ma psychologue de l'époque m'a dit, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de partir, trouvez un endroit où il vous foutra la paix. Mais si vous ne partez pas, vous allez finir par vous entretuer. Et je rêvais dans mon appart, alors je ne dormais pas, hein, je fermais la porte à clé et je mettais une chaise contre la porte et je dormais sur le canapé avec un couteau. Et la nuit, je rêvais que je le tuais. J'en étais dépressive à donf, j'ai fait des complications, je suis retournée me faire opérer, j'ai fait une endométriose et un début de tumeur à l'utérus, donc ils ont été obligés de me réopérer. Je suis retombée donc dans la maladie, là ça a été trop. J'ai pris la fuite, voilà, j'avais pas le choix. À un moment donné, c'était moi où j'allais faire un meurtre, clairement. Je suis allée voir les flics, j'ai porté plainte. Il a dit aux enfants que j'avais porté plainte contre viol et qu'il n'avait jamais rien fait, que j'étais une menteuse. Les enfants m'ont dit, maman, si tu n'enlèves pas ta plainte, on ne veut plus de toi, tu ne seras plus notre mère. On ne veut plus jamais te voir. Donc j'ai dû enlever la plainte. Et la seule fuite que j'ai pu prendre, c'est de trouver un appart à Mulhouse, parce que je savais qu'à Strasbourg, il avait tous ses collègues et qui connaissaient de toute façon toute l'Alsace, hein, parce qu'il travaillait partout. Donc, il avait un panel énorme et qu'à Strasbourg, je ne serais pas tranquille. Donc, j'ai pris ma appart à Mulhouse. Et pourtant, je ne viens pas d'ici, moi, je viens du sud. Hein, donc, j'avais personne. Et je me suis retrouvée toute seule à Mulhouse. D'accord. Bon. Est-ce que, en fait, voilà, en fait, tu vois, en coaching, il existe en fait c'est comme en psycho, quoi. Il existe en fait des petites choses pour te dire, en fait, pour te donner de la force, en fait, pour aller mieux, quoi. Est-ce que, parce que, voilà, ce que je te demandais, en fait, c'est que, en fait, bon, tu as subi tout ça, mais tu es toujours debout, en fait. Donc, tu as des valeurs, en fait, qui sont morales, en fait, qui t'animent, quoi. Et en fait, dans ces valeurs morales,
on les appelle, par exemple, c'est des valeurs en fait qui permettent de dépasser en fait toutes des choses en fait pour lesquelles on paraît très très faible, quoi. Pour lesquelles on se dit bon, on va y passer, quoi. Et puis en fait, des fois, on déploie une énergie de ouf, quoi, de ouf pour dépasser des montagnes, quoi. Et en fait, ce qui me semble, si tu veux, c'est que je pensais que ces valeurs, en fait, étaient peut-être un peu conscientes, en fait, chez toi, mais en fait, tu n'as, à mon avis, pas conscience, en fait, de ces valeurs qui sont là et qui t'ont Non. aidé à survivre. Et en Ouais. fait, si tu veux, en fait, tu as été tellement, en fait, malmené, en fait, par la vie, en fait, pendant toutes ces années, que tu n'es pas en connexion, en fait, avec tes valeurs, quoi. Alors, tes valeurs, qui s'appellent les valeurs hautes, en fait, sont des valeurs qui permettent qui nous animent, en fait, qui nous amènent vers le bonheur. Alors, dans ton cas, en fait, c'est très difficile parce que ça a été, tu as un parcours, en fait, un peu, je dirais, en fait, un peu comme les grandes les personnes qui sont malmenées par la vie pour pouvoir amener, en fait, des belles choses dans la vie, quoi, en fait. Et je dirais, mais je J'ai du dirais, mal à croire en moi. Malgré tout, je me rends compte que je suis capable de faire des trucs de fou, hein. ouais. Euh, Comme quoi, comment par exemple? j'arrive. Pardon? Comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, le concours, là, ma formation, j'y suis allée, mais alors à foison, je me suis dit, ouais, de toute façon, j'y vais les doigts dans le nez, je vais l'avoir, c'est sûr. Et je passe le concours et je sors de là-bas, j'étais dépitée, je me suis dit, jamais j'aurais. Ah, les exercices et tous les tests, machin, jamais j'aurais. Et alors, je me suis mis en porte-à-faux là pendant 15 jours à me dire, mais non, c'est pas possible. Mais si, je l'aurais, c'est pas vrai. Quand même, je suis capable, je suis capable. Il faut que je me remonte, je suis capable, il faut que je montre à mes enfants, il faut que je montre à mes gosses que je le vaux et que, oh, et que j'y arriverai. J'y arriverai. Et puis après, je redescendais. En fait, c'était une montagne russe. Jusqu'à lundi. Lundi, je reçois le mail. Je vous confirme que vous êtes prise. Et je me dis, mais punaise, et pourquoi pendant 15 jours, je me suis martelée comme ça? En fait, je suis capable, mais Alors, je me sens toute seule. en fait, je peux te dire pourquoi, en fait, hein. Vraiment, le, voilà, le diagnostic, en fait, que je peux te donner, là, rapidement, c'est que tu as eu des graves blessures quand tu étais enfant. Tu as eu des graves blessures, quoi. Des blessures que peu de gens ont à ce point, quoi, en fait. Des blessures qui, au lieu d'avoir une vie droite, à peu près acceptable, quoi, toi, la vie, elle t'a bousculé, elle t'a sorti de la route, quoi. Ouais. Elle t'a sorti de la route, quoi. Toi, tu n'as pas voyagé, même pas sur la route, pas sur le chemin tranquille, quoi. Tu as voyagé à côté, quoi, en fait. Sur toutes les embûches, quoi, en fait. Ouais. Toi, tu as eu que les embûches dans ta vie, en fait. Tu n'as pas eu un instant de paix. La paix, en fait, tu me fais penser un peu au chemin de vie de, tu vois, Mère Teresa, et les gens, en fait, qui, à un moment, en fait, ils vivent des choses difficiles, et puis à un moment, ils ont une révélation, il y a un truc, et puis là, ils donnent, quoi, en fait. Ils sont dans le don, en fait, d'eux-mêmes, quoi, en fait. Ils sont Ouais, dans... en fait, je ne fais pas forcément consciemment. On va le faire inconsciemment. Quand on voit qu'on est au fond, vas-y. ah, Pendant un petit moment, on va rester au fond quand même. On va essayer de se détruire et puis après, on va se dire, mais non, ça va pas ou quoi? Mais non, je le vaux quand même, je le mérite. Donc, ouais, on y va, allez, go, on repart. Donc, oui, il m'est arrivé des trucs encore il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas que la formation, il y a eu une séparation, c'est remis, machin. Enfin, bon, bref, voilà, c'est les montagnes russes en fait. Mm. Et ce qu'il y a, c'est que j'arrive à descendre, alors, descendre, hein, vraiment. Et d'un coup d'un seul, je me remets un coup de pied au cul et hop là, je remonte. Donc, Mm. il faut que j'arrive à descendre pour pouvoir remonter. Je ne peux pas Ouais. rester tranquille.
comme les autres. Voilà. Mais justement, le conseil que je peux te donner, c'est que justement, on est souvent en fait dans les montagnes russes, mais l'idée dans la vie est d'arriver à une stabilité justement, quoi. Arriver à éviter en fait les montagnes russes. Et ça, c'est bien, tu l'as compris, quoi. Tu l'as compris justement. Et c'est important en fait d'arriver à avoir en fait cette stabilité et de conserver cette stabilité pour pour faire face à ça, quoi, en fait. Pour faire face à ça, quoi. Pour faire face aux, aux gens qui déstabilisent, toutes ces problématiques. Alors, ce que je vais faire, en fait, parce que, bon, je sais que tu es dans la difficulté, en fait. Je sais que tu es... voilà. Alors, tu vois, dans mon offre, en fait, j'ai des offres, en fait, pour les gens, en fait, qui peuvent en fait payer, en fait, qui peuvent se payer des formations et tout. Et puis, en fait, je fais aussi, en contrepartie, des offres, en fait, pour des personnes, en fait, qui sont dans ton cas, quoi, et qui peuvent pas, en fait, qui sont dans la difficulté, quoi. Alors, ce que je vais faire pour toi, quoi, justement, c'est que je vais t'envoyer, en fait, un mail qui concerne un travail sur les croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, si tu fais bien l'exercice, c'est un exercice vraiment très très simple, très très simple. Si tu fais bien cet exercice, en fait, tous les jours, quoi, c'est faire un travail en fait sur les croyances en fait qui nous empêchent d'avancer, quoi. Et du coup, en fait, ce travail, si tu veux, je pense que tu es capable de bien le faire. Moi, je crois en toi, quoi. Et je pense que tu es vraiment capable de bien le faire. Si tu arrives à bien faire ce travail, tu vas voir qu'au bout d'un moment, toutes ces croyances qui t'habitent, elles vont s'envoler, quoi. C'est un travail qui est difficile, mais qui en vaut la chandelle. Parce que si tu fais ça, tu vas avoir ça, quoi. D'accord. Donc, si tu fais ça, tu vas avoir. Waouh! Tu vas avoir encore plus, quoi. Et Ça me va, ça. ça, si tu veux, c'est un cadeau que je te fais, quoi. C'est un cadeau Merci. que je te fais parce que la vie, elle est comme ça, quoi. Voilà, la vie, elle est comme ça. Et moi, on m'a offert ça, donc je peux me permettre de te offrir ça aussi, quoi. Et c'est. Voilà. Beaucoup. Ouais, donc il y a ça, et puis aussi quelque chose par rapport aux valeurs, en fait, pour que tu arrives à voir, en fait, ta force, en fait. Tu vois, tu as une force, en fait, que tu soupçonnes pas, en fait. C'est ça. J'arrive pas ça, c'est un truc chez moi qui n'est pas possible, hein. Je vois toujours mon aspect négatif, mais pas mon aspect positif. Quand Ouais. j'essaye de raconter un peu Non, l'histoire, en fait, tu es dans un conditionnement, en fait. oui, Tu es dans un conditionnement. Et c'est même pas toi qui as voulu t'y mettre. C'est qu'on t'a mis dans ce conditionnement, en fait. On t'a mis dans ce conditionnement. Ça, tout s'est engouffré en fait dans ta blessure, en fait. Tout s'est engouffré dans ta blessure. Et du coup, en fait, tes compagnons de vie, en fait, t'ont mis en fait dans ce conditionnement, quoi, en fait. Tu étais un peu un objet, en fait. Un, oui, un objet. Et c'est voilà. Alors, c'est terrible, quoi. En fait, vois-tu, dans la formation que je suis en train de développer, en fait, qui s'appelle Nouvelle Femme de la Terre, l'objet, en fait, de l'accompagnement, c'est justement, en fait, de replacer, d'offrir, en fait, aux femmes la possibilité de retrouver, en fait, leur puissance personnelle. d'accord. Montrer qu'elles sont capables. Enfin, montrer. On va Non, dire c'est pas, donner. enfin, c'est leur donner les outils pour qu'elles puissent être complètement épanouies, quoi. C'est ça. Voilà. Ok. Qu'elles puissent être complètement épanouies, quoi. Voilà. Et voilà. Et j'espère qu'un jour, quoi, on sait jamais, quoi, mais peut-être qu'un jour, quoi, bah, tu auras peut-être la chance de participer, quoi. Je souhaite qu'un jour tu Ah puisses. ouais, parce que, ouais, ça, c'est pas mal à faire. C'est un bon révélateur. On Ouais, nous, oui. On ne voit pas assez en fait ce qu'on est capable de pouvoir faire dans certaines situations, hein. ouais, Euh, et on va le faire machinalement.
on n'a pas forcément les outils, hein, mais on va le faire parce que la situation, ben voilà, elle est comme ça et il faut qu'on pallie à ça, en fait. En tant que femme, j'ai l'impression qu'on a quand même cette force, pour moi, c'est déjà quelque chose qui vient quand on est maman. Quand on met notre enfant au monde, on sait qu'on doit se battre pour lui, déjà à la base. On n'a pas le droit de flancher, même si on est malade, fatigué, pas bien. On a un petit être là qui demande à ce qu'on s'en occupe et à ce qu'on le protège. Et moi, j'en ai eu 4. Et c'est ça qui m'a donné cette force encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense tous les jours à mes gamins, même s'ils ne sont pas avec moi. Et je me dis, mes gamins méritent d'avoir une maman qui leur montre que malgré tout, on peut y arriver, quoi. Ils m'ont vu dans des états pas possibles, grosses, avec des problèmes de santé par-dessus la tête. Et là, ils me voient une mince et ils referment mes études. C'est quand même, pour moi, c'est quand même beau, quoi. Je me dis, punaise, il faut qu'ils gardent ça en tête. Voilà, c'est tout. Et Ouais. c'est une force en tant que femme, enfin, après, en tant que père, j'espère qu'on voit aussi la chose, hein, une fois qu'on est papa, que ça nous donne aussi le coup de boost. Mais en étant maman, quand on met un petit être au monde, on sait que, ben, voilà, il faut qu'on s'accroche. Il y a nos enfants derrière, il faut qu'on s'accroche. Eh bien, j'admire ton yac, hein, ta capacité en fait à aller de l'avant, quoi. Et Oui. en fait, je voudrais te demander bah, d'exprimer un petit message en fait aux femmes qui sont comme toi en fait dans cette situation, quoi. Et puis de leur dire en fait, toi, qu'est-ce que tu peux leur conseiller, quoi? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, quoi, vraiment pour ne pas subir en fait ce genre de problématique, quoi. Vraiment. Si tu as quelque chose à leur dire là maintenant, quoi, qu'est-ce que tu... Moi, je leur dirais déjà, alors je sais, parce qu'à l'époque, on me le disait, hein, et j'écoutais pas, parce que je disais, ouais, mais je l'aime, ah, il est magnifique, c'est mon mari, gna, gna, gna. Je le voyais comme mon meilleur ami, mon amour, c'était le roi du monde. Donc je sais très bien que les dames me diront, mais oui, mais vous comprenez, je l'aime. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder aussi ce que la personne elle nous apporte. Il n'y a pas le fait que d'aimer, parce que aimer quelqu'un, quand il n'y a pas de retour, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Donc, il faut faire très attention à ça. On a tendance, nous, en tant que femmes, à croire au beau prince charmant qui arrive sur son cheval blanc. Oh là là, il est magnifique, il est beau. Oh, ça y est, on est amoureuse. Et on ne regarde pas le reste. Sauf que nous, on va donner de l'amour, mais si l'autre ne nous donne pas en retour, c'est que c'est pas de l'amour. C'est qu'il veut nous posséder juste, c'est tout. Il veut nous posséder parce qu'on est fragile, parce qu'on lui montre une faiblesse et parce qu'il a envie justement de nous mettre plus bas que terre. Il va pas forcément s'en rendre compte, il va être dans le déni, mais en fait, essayer d'ouvrir les yeux. Voilà, chose que je n'ai pas fait à l'époque. Et vraiment avoir un échange. Voilà, avoir un partenaire qui a un échange, qui donne de sa personne et nous, on donne en retour. Voilà, il faut que le couple soit un partage. S'il n'y Ouais. a pas de partage, fuyez très vite Et parce qu'on est au-devant de gros problèmes. ouais. Comment t'imagines, toi, si, admettons, j'ai une baguette magique, j'ai une baguette magique et je peux réaliser un de tes souhaits, quoi. Qu'est-ce que tu imagines? Ce serait quoi ton souhait, là? Ton rêve, ton plus beau Voilà. rêve? Mon souhait, déjà, ça serait de pouvoir arriver à avoir une bonne situation professionnelle, récupérer mes enfants ou faire une garde partagée déjà. Leur faire comprendre que les choses n'ont pas été évidentes et pour leur papa et pour leur maman. Et d'accepter la vie nouvelle de maman avec son nouveau compagnon qui aspire à une vie un peu plus paisible
et qui est revalorisé, on va dire, grâce à lui, hein, parce qu'il m'a donné aussi sacrément un coup de boost, qui me enfin, qui me répète tous les jours des choses positives, choses que je n'avais pas avant. Hmm. Et ça fait vachement du bien, en fait. Hmm. Ça, c'est le moteur, on va dire, qui est majestueux. Voilà, quand on arrive à se connecter avec quelqu'un et à avoir un partage, là, c'est top. Hmm. C'est top. Mais après, il faut accepter cette relation. Et quand on sort de relations toxiques comme ça, on est plus habitué à avoir d'autres relations toxiques qu'à connaître une personne normale. Et quand on connaît une personne normale, on a peur, on veut fuir, parce qu'on c'est pas habituel. On n'a jamais vécu ce genre de choses. Mais il faut le vivre vraiment. Donc, c'est important. Moi, la baguette magique, moi, je l'aimerais juste pour avoir un bon job et vivre enfin correctement comme tout le monde. Surtout à mon âge où je vois toutes les femmes qui sont mariées, qui ont une maison, une voiture, voilà, une vie normale. Une vie normale. Ok. Voilà. J'aspire à avoir une vie normale, tout simplement. Ok. Bah écoute, je vais t'envoyer un petit mail avec petites recettes, quelques petites recettes de baguettes magiques, quoi. Voilà, j'espère que Et je veux bien des petites baguettes magiques. voilà. Ça, c'est encore mieux. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a du taf, quoi. Il y a du taf et Oui, oui. Je suis pas encore sortie d'affaires, hein. Et je pense qu'il faut des années pour se rendre compte de tout ça. ouais. Et une vie normale, c'est dur, hein. C'est dur quand on l'a pas eu. Mm. Les gens ne se rendent pas compte, hein. Mais C'est du travail, quoi. c'est du travail. C'est C'est du énormément de travail. travail. Mais écoute, je vais t'envoyer des petits coups de pouce, quoi. Ouais. Et puis j'espère que ça pourra t'amener de la libération, quoi. Une libération par rapport à ces blessures, quoi. Une Ouais, libération par rapport à ces blessures, quoi. Voilà. ouais, je veux Voilà. bien. Bon. Je prends, mais je veux quand même dire aux femmes, si elles m'entendent, de toujours rester positives. Ouais, Parce qu'il peut toujours y avoir pire que nous, hein. Il peut y avoir aussi meilleur, hein, heureusement. Mais la vie, si on s'y accroche, elle nous donne quand même de beaux cadeaux, quoi. Donc, il faut vraiment complètement, quoi. il faut y croire. Et il faut se booster pour ça, quoi. Parce qu'autrement, Complètement d'accord, quoi. Et moi, justement, j'invite toutes les femmes qui sont concernées, quoi, si elles ont envie d'en parler, si mm, vous avez envie de vous en sortir, quoi, il n'y a pas de problème, quoi. Si vous avez besoin de parler, il y a les coordonnées en dessous, quoi. Vous pouvez appeler, on peut discuter librement, quoi, si vous avez envie d'aller plus loin. Et puis, je pense que les femmes maintenant se réveillent, quoi. Je suis content de voir ce réveil des femmes au niveau planétaire, quoi. C'est génial, quoi. Parce que les femmes, on le dit pas assez, mais bon, il y a le côté maternel. Alors certaines admirent ce côté maternel, d'autres le réfutent. Enfin, il y a tout un débat. Chacun est libre de toutes ses opinions, mais c'est aussi quelque chose qui est là. Et c'est aussi important de voir que au niveau l'énergie maternelle, elle est là à différents niveaux, quoi. Elle est là aussi à un niveau juste énergétique, quoi, de pouvoir de création, quoi, en fait. Et la femme, en fait, les femmes, eh ben, elles sont là aussi pour créer ce nouveau, en fait, cette nouvelle terre, en fait, qui est en train d'émerger, quoi, cette terre, en fait, plus humaine, plus fraternelle, avec plus de paix, avec plus d'amour aussi, quoi. Et c'est important. Et c'est ton chemin aussi. C'est ton chemin d'aller vers là, quoi, d'aller vers plus d'amour, plus d'amour envers toi, quoi, plus de paix. Et puis, guérir tes blessures, quoi. Guérir tes blessures. bah, surtout s'aimer et arriver à s'aimer soi-même, Mm. très important. Une chose qui est très dure à faire, hein, quand on a ce parcours-là. On arrive à se détester, à ne plus vouloir se voir dans une glace, on se hait, on se sent sale.
arriver à justement s'aimer, s'accepter et avoir confiance en soi. Alors ça, et c'est quand même pas mal. Et une femme, elle en est capable. Hein. Elle en est capable. Il faut bien chercher, mais on est capable. On est capable de surmonter beaucoup de choses. Sauf que on se rend pas compte. On le fait parce que voilà, mais je sais pas, je sais pas si c'est on est conditionné pour, j'en sais rien. Mais quand on est devant la situation, bah forcément, on va le faire, quoi. Hop là, on va être amené et puis on va pas forcément se poser la question. On n'a pas le temps. Donc, il faut le faire. Donc, c'est vrai que, il faut justement que les femmes arrivent à parler, chose que moi, je regrette énormément, puisqu'à l'époque, on me disait, Christelle, ça va pas, parle. Dis-moi ce qui va pas. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu t'enfermes? On ne parle pas assez. On a honte. Voilà, on a honte. On préfère rester avec notre honte. On préfère pleurer quand il n'y a personne. Mais on ne veut pas montrer qu'on est faible ou quoi que ce soit. Non, non, on est une maman, on doit être forte. Bah ouais, mais il y a des situations qui font qu'il faut en parler. Il faut crever l'abcès. Il faut voir des personnes compétentes. Et il faut se bouger pour ne pas rester dans ces situations qui pourraient devenir dramatiques, comme on le voit assez souvent, hein, malheureusement. Et il y a encore, je trouve, trop de femmes qui sont battues, qui sont harcelées, qui sont agressées, qui sont violées et qui meurent aussi sous les coups. Et ça, c'est juste insupportable. Donc, il faut parler. Il faut parler. Complètement, Vraiment. complètement. Et justement, c'est le pourquoi de cette émission-là, de cette chaîne que je suis en train de créer, parce que je trouve que c'est important que les femmes s'expriment et que ces comportements toxiques s'arrêtent. Voilà, s'arrêtent. On est au 21e siècle. L'humanité est à créer, quoi. Je vous le dis, quoi. L'humanité est vraiment à créer, quoi. Parce qu'on est vraiment en chemin et il y a beaucoup de chemins. Et ces comportements que tu as vécus, Christelle, sont complètement inacceptables, quoi. C'est complètement inacceptable maintenant, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi les conseils que j'apporte avec mes coachings, quoi. Et puis Christelle, je t'encourage, quoi. Je t'encourage sur ton chemin de guérison, quoi. Je t'encourage, vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, cultive la lumière que tu as dans ton cœur, quoi. Cultive, cultive ça, cultive cet amour que tu es en train de vivre et cette Mm. nouvelle vie, en fait, qui est tout à créer, quoi. Voilà. Je te remercie beaucoup, Christelle, À pour toi. ton témoignage. Voilà, et on encourage toutes les femmes qui sont en transition et en chemin de reconstruction, quoi. Voilà, plein d'encouragement de tout cœur à vous, quoi. Parler. Merci encore, Christelle. Au revoir. À Merci. toi. Merci beaucoup.